Bienvenue à cette exploration des sources que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est la stratégie économique du président Trump depuis son retour et surtout la résistance internationale que ça suscite. On va regarder de près ces tensions commerciales, oui, et les réactions de plusieurs pays face aux demandes américaines. On se base sur des analyses, des reportages assez récents qui détaillent bien ces frictions économiques mondiales. Notre objectif, c'est de comprendre un peu les motivations derrière cette politique, les points de désaccord spécifiques et puis les possibles reconfigurations de l'économie mondiale qui pourraient en découler. Alors, décortiquons ça. La doctrine économique de Trump, bon, telle qu'elle ressort des documents, ça semble une tactique de pression assez frontale. L'outil principal, c'est clair, la menace des droits de douane pour obtenir des concessions. On a des exemples très concrets. Ici est mentionné pour le fentanyl, avec des accusations sur les flux via la frontière nord. Et puis il y a cette histoire un peu folle rapportée par certaines sources, une suggestion d'annexion qui aurait mené à la démission de Trudeau. Disons que ça ne fait pas dans la demi-mesure. D'ailleurs, l'Institut Peterson pour l'économie internationale, qui est une source importante ici, critique cette approche. Il parle de coercition injustifiée et estime même que ça a déjà coûté un demi-point de croissance mondiale. Tout ça, bien sûr, sous le slogan qu'on connaît « Make America Great Again », pour rééquilibrer le commerce et relancer l'industrie nationale. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est ce lien direct qui est fait avec les défis internes des États-Unis. Et ils sont considérables. D'abord, il y a cette dette publique, pharaonique, presque 37 000 milliards de dollars. 37 000 milliards, c'est difficile à visualiser. Pour donner une idée, le PIB américain, la richesse produite en un an, c'est à peu près 27 000 milliards. Donc la dette, ça représente quasi 150% du PIB annuel. C'est un poids structurel énorme. Une fois et demie la taille de l'économie annuelle ? Oui, c'est vertigineux. Exactement. Et puis, il y a aussi une transformation de l'économie américaine, très dépendante de la consommation maintenant, souvent de produits importés d'ailleurs, et ça au détriment de sa propre base de production. L'administration de Trump, d'après nos sources, elle établit un lien très fort entre ces déficits commerciaux chroniques et l'explosion de la dette. Ah d'accord, c'est vu comme une cause directe. C'est la lecture qui est faite, oui. Du coup, les tarifs douaniers, ça devient l'outil externe privilégié. C'est une manière d'agir sur les flux sans passer par une hausse des impôts internes, qui est toujours politiquement compliquée. D'accord. Et les cibles de cette stratégie, elles sont clairement identifiées dans les documents qu'on a ? Très clairement, oui. La Chine, évidemment, est en première ligne. C'est elle qui fournit quelque chose comme 40% des biens de consommation aux États-Unis. 40%, c'est énorme. C'est considérable. Ensuite, il y a l'Europe, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni sont souvent cités. Et puis ce qu'on appelle les tigres asiatiques, c'est-à-dire Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, ces économies très dynamiques. L'idée de fond, c'est vraiment d'utiliser la contrainte commerciale pour forcer un rééquilibrage jugé plus favorable aux intérêts américains. C'est une tentative, en quelque sorte, de régler une crise interne en projetant la pression vers l'extérieur. Et c'est là, justement, que les choses se compliquent sérieusement. Parce que cette pression, elle se heurte à des murs. Plusieurs pays, et pas des petits, ont opposé une fin de non-recevoir assez ferme aux demandes américaines. C'est là que ça devient vraiment intéressant de voir ces réactions. Tout à fait, et ces refus sont loin d'être anecdotiques. Prenons Taïwan. Oui, le cas de Taïwan est emblématique. Washington aurait demandé quoi ? La délocalisation de la moitié de la production de semi-conducteurs. C'est ça, 50% vers les États-Unis. L'objectif américain est clair, réduire la dépendance stratégique dans ce secteur absolument vital. On imagine bien, mais Taïwan a dit non. Carrément. Exactement. Et vu l'importance des semi-conducteurs aujourd'hui, ce refus, il a des implications potentiellement énormes. C'est un enjeu de souveraineté technologique, économique majeur pour Taïwan. Refuser une telle demande, c'est affirmer son rôle incontournable dans la chaîne de valeur mondiale. C'est refuser de céder un avantage stratégique clé, même sous pression d'un allié puissant. Ça montre bien les limites de l'influence américaine, même sur des sujets aussi critiques. Absolument. Et un autre exemple frappant, c'est la Corée du Sud. D'après nos sources, on lui aurait demandé un investissement colossal, 350 milliards de dollars aux États-Unis, en échange d'une éventuelle baisse des droits de douane américains. La réponse a été ? Direct. Un conseiller présidentiel sud-coréen aurait déclaré publiquement qu'il était tout simplement impossible pour Séoul de payer une telle somme en avance. Payer en avance pour une éventuelle baisse. Voilà, c'est un refus net et argumenté. On voit un autre allié tracer une ligne rouge. L'exigence semble un peu déconnectée des réalités économiques et politiques sud-coréennes.
payer d'avance pour une promesse incertaine, c'est un pari inacceptable pour eux. Oui, ça ressemble presque à une tentative d'extorsion déguisée, en fait. C'est un peu l'impression que ça donne, ouais. Une résistance à ce qui est perçu comme ça. Et puis il y a l'Inde, position très ferme aussi, mais sur un autre dossier, ses liens avec la Russie. Malgré la pression américaine pour qu'elle arrête ses achats de pétrole russe. Des achats jugés vitaux pour l'économie indienne. Exactement. Eh bien, l'Inde a maintenu le cap. Les mots utilisés par les responsables indiens, cités dans nos sources, sont forts. Exigence injuste, injustifiée, déraisonnable. Oui, ce cas illustre une autre dimension. C'est le conflit entre les impératifs géopolitiques américains, isoler la Russie, et les intérêts économiques nationaux d'un grand pays émergent comme l'Inde. L'Inde affirme son autonomie stratégique et ses besoins synergétiques avant tout. Et la réaction américaine, d'après les sources? Ça a été d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits indiens. C'est ça, avec l'accusation d'aider Moscou à financer sa guerre en Ukraine. La première ministre danoise a dû répéter fermement, en février, que le Groenland n'était tout simplement pas à vendre. Elle a rappelé que c'est une partie intégrante et autonome du royaume. Une source mentionne même que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio je crois, C'est le nom qui est cité, oui. aurait insisté sur le sérieux de l'intérêt de Trump. Le refus danois a été catégorique et public. Donc tous ces refus, que ce soit sur la technologie, les investissements, la politique étrangère ou même le territoire, ce ne sont pas juste des incidents isolés. Ça dessine une tendance, en fait. Un rejet croissant des méthodes de négociation de l'administration Trump. Méthodes perçues comme unilatérales, comme coercitives. Oui, on sent une lassitude ou une résistance plus affirmée. Exactement. Et une analyse de Chatham House, l'Institut royal des affaires internationales, soulignait justement ce risque. Une telle approche, même si elle vise des gains à court terme pour les États-Unis, eh bien elle peut sérieusement éroder la confiance, fragiliser les alliances sur le long terme. C'est une question fondamentale, ça. Est-ce qu'on peut maintenir des alliances solides, basées sur la confiance mutuelle, si l'outil principal de négociation devient la menace économique quasi permanente? C'est exactement la question que posent ces réactions en chaîne. La durabilité d'une politique étrangère fondée sur la coercition. Même si on l'appelle négociation musclée, eh bien cette durabilité est mise à l'épreuve. Et pour complexifier encore un peu les choses, cette stratégie ne se limite pas aux seuls droits de douane. Les sources indiquent aussi une pression parallèle sur la politique monétaire. Il y a un désaccord public avec la Réserve fédérale américaine, la Fed. L'administration pousse pour une baisse des taux d'intérêt. Pourquoi cette pression sur la Fed, au juste? L'objectif semble double. D'une part, classiquement, stimuler l'économie américaine en rendant le crédit moins cher. Ça, c'est l'effet interne. Mais d'autre part, et c'est peut-être le point clé dans ce contexte international, c'est d'affaiblir le dollar. Ah oui, pour quelle raison? Mais un dollar plus faible rend les produits américains moins chers à l'exportation, et à l'inverse, il rend les produits importés plus chers sur le marché américain. C'est une manœuvre pour améliorer la compétitivité prix des États-Unis, notamment face à la Chine. La Chine, dont la stratégie, comme le notent les sources, s'appuie en partie sur un yuan, sa monnaie, maintenue relativement bas pour favoriser ses propres exportations. Donc on aurait une combinaison, barrière commerciale d'un côté et tentative d'influencer les taux de change de l'autre. Une sorte de guerre commerciale et monétaire sur deux fronts. C'est une lecture tout à fait plausible, oui. Il s'agit d'utiliser tous les leviers disponibles, tarifs, politique monétaire, pression diplomatique, tout ça pour tenter de remodeler les flux commerciaux et financiers mondiaux en faveur des États-Unis. Après, si on prend un peu de recul historique, comme le suggèrent certaines analyses, cette approche, elle, peut paraître radicale aujourd'hui, mais elle a des échos dans le passé américain. Ah bon? Comme quoi, par exemple? On peut penser à Nixon en 71, quand il suspend la convertibilité du dollar en or. Ça a complètement bouleversé le système monétaire international de l'époque. Ou les pressions sous Reagan sur le Japon dans les années 80, pour limiter ses exportations. D'accord. Voire même certaines mesures tarifaires sous George W. Bush. Donc ce n'est pas totalement inédit dans l'histoire américaine récente. Donc il y aura une forme de continuité dans l'objectif, même si les méthodes sont particulièrement, disons, musclées cette fois. L'objectif sous-jacent qui semble se dessiner, c'est une transformation structurelle majeure de l'économie américaine. Passer d'un modèle tiré par la consommation, souvent à crédit et avec des importations, à un modèle plus centré sur la production nationale, sur l'exportation. C'est un sacré défi. C'est un défi immense, oui. Et certaines sources évoquent même une ambition encore plus profonde. Modifier le rôle du dollar dans le système financier mondial. C'est-à-dire? Qu'il soit moins une monnaie de réserve universelle.
peut-être moins une simple monnaie de réserve, ce que les banques centrales du monde entier accumulent comme valeur refuge, et davantage une monnaie utilisée activement dans les échanges commerciaux directs, un peu comme ce que la Chine essaye de faire avec le yuan pour ses propres transactions, vous voyez? Oui, je vois. C'est une perspective de long terme, bien sûr, mais ça reflète cette volonté de réagir à ce qui est perçu comme une crise structurelle interne, la dette, la désindustrialisation relative, en tentant d'imposer de nouvelles règles macroéconomiques au reste du monde. Mais alors, malgré cette rhétorique très dure, ces refus nets qu'on a vus, ces tensions palpables, les sources parlent aussi de compromis possibles, voire probables. Ce n'est pas forcément une confrontation totale et sans issue. Effectivement, le bras de fer commercial, comme on l'appelle souvent, n'exclut pas la négociation et, finalement, l'accord. L'exemple de l'Union européenne est très parlant là-dessus. La menace initiale, c'était des droits de douane très élevés, 30% selon certaines sources. 30%, oui. Finalement, un accord a été trouvé. Des tarifs ramenés à 15%, ce qui est encore significatif, hein, mais en échange d'engagements européens massifs. Des engagements très concrets, il me semble, d'après les chiffres cités. Tout à fait. L'UE se serait engagée à acheter pour 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz américains. 750 milliards? Oui, et les entreprises européennes investiraient 650 milliards de dollars directement aux États-Unis. Donc c'est un donnant-donnant absolument colossal. C'est ça. Ça montre que même face à une pression intense, un terrain d'entente peut être trouvé. Mais ça demande des concessions importantes des deux côtés. Et ce modèle des tarifs moins élevés que la menace initiale, mais contre des achats massifs et des investissements, est-ce qu'il pourrait être appliqué ailleurs? Par exemple avec les alliés asiatiques, comme Taïwan ou la Corée du Sud, qui ont pourtant refusé les demandes initiales. C'est une hypothèse plausible, oui, que soulèvent certaines analyses. Les alliés asiatiques stratégiques, Taïwan, Corée du Sud, mais on peut penser aussi à Singapour, Hong Kong, pourraient se voir proposer des arrangements similaires. Il ne faut pas oublier que l'interdépendance économique reste un facteur extrêmement puissant. Oui, c'est vrai. Prenez la Chine, par exemple. Même en pleine tension avec les États-Unis, elle dépend énormément du marché américain pour écouler ses produits. Elle ne peut pas s'en couper comme ça du jour au lendemain. Et inversement, l'économie américaine dépend des importations chinoises pour énormément de biens. Cette interdépendance fondamentale, eh bien, elle pousse en fin de compte à chercher des compromis, même s'ils sont conclus sous haute tension. Et Trump lui-même, dans ses déclarations rapportées, il parle souvent de rechercher l'équité, fairness en anglais. Comment on peut interpréter ce terme dans ce contexte? C'est une notion clé de son discours, c'est vrai. Mais sa définition de l'équité, elle semble très clairement alignée sur une vision des intérêts américains avant tout. L'équité, dans cette optique, ça signifie souvent un rééquilibrage des flux commerciaux et financiers pour réduire les déficits américains, même si ça implique des changements majeurs pour les partenaires commerciaux. D'accord, une équité vue par le prisme américain. Exactement. Il est intéressant de noter aussi que des personnalités influentes comme Elon Musk, selon une source, auraient tenté de plaider pour une approche un peu plus nuancée, peut-être en distinguant la confrontation nécessaire avec la Chine d'une approche plus coopérative avec les alliés traditionnels. Ah, intéressant. Ça montre qu'il y a aussi des débats internes aux États-Unis sur la meilleure stratégie à adopter. Ce n'est pas monolithique. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qui se dessine? On a l'impression d'assister à une collision assez frontale, non? D'un côté, un nationalisme économique américain, très affirmé, voire agressif, qui semble profondément lié à des défis internes majeurs, à la dette, le sentiment de déclin industriel, et de l'autre côté, les intérêts souverains, les normes commerciales établies et la résistance claire d'autres nations, y compris des alliés de longue date. C'est un choc assez brutal. C'est une excellente synthèse, je trouve. On est potentiellement témoin d'une phase de restructuration économique mondiale assez significative. Les États-Unis, sous l'impulsion de cette administration, tentent d'imposer un changement majeur dans les règles du jeu international, en utilisant leur poids économique considérable comme levier principal. C'est clair. Mais la leçon des réactions qu'on a détaillées de Taïwan à l'Inde, du Danemark à la Corée, et même dans le compromis négocié avec l'UE, c'est que les autres acteurs mondiaux ne sont pas juste des pions. Ils affirment leurs propres priorités, ils fixent leurs propres limites, ils refusent d'accepter passivement ce qui est perçu comme des diktats. L'issue de ce bras de fer est donc loin, très loin d'être écrite. Exactement. Très incertaine. Mais quelle que soit l'issue à court terme, que ce soit de nouveaux accords, des tensions qui persistent ou un mélange des deux, il est probable que les équilibres économiques mondiaux, et peut-être aussi les relations politiques, en soient durablement modifiés.
On sent une volonté américaine de changement profond, oui, mais aussi une résistance mondiale qui force à la négociation, à la redéfinition des termes de l'échange. Et pour conclure cette exploration, peut-être une dernière pensée pour nourrir la réflexion. Au-delà des pourcentages de droits de douane, des milliards de dollars échangés ou investis, des balances commerciales, il y a peut-être une question plus fondamentale. Comment cette ère de nationalisme économique de plus en plus assumée et parfois conflictuelle, comment est-ce qu'elle pourrait remodeler en profondeur non seulement les cartes du commerce mondial, mais aussi la signification même des alliances internationaux et la définition de ce qu'on entend par coopération mondiale au XXIe siècle. C'est peut-être là, en fait, que se cache l'impact le plus durable de cette période pour le moins agitée.